S'il y a bien une particularité du jeu de rôle sur laquelle on peut tous être d'accord, c'est bien que la seule véritable limite, ça reste l'imagination. Évidemment, avec une affirmation pareille, je vais me prendre la foudre des râlistes qui vont venir m'expliquer par A plus B que ce que je dis est complètement faux, qu'il faudrait que je me fasse éviscérer par des profonds narrativistes et que je devrais être incinéré sur l'autel du débat stérile. Ou alors pas du tout. En tout cas, ça n'a pas empêché certains jeux de rôle de paraître au cours de l'histoire, des jeux qui ont bravé toute notion de logique et de cohérence pour nous offrir des expériences de jeu surprenantes et hors du commun. Et aujourd'hui, on va vous parler de quelques-uns de ces jeux, à savoir Dallas, Street Fighter et Postmortem. Go! Dallas est une série américaine de 357 épisodes créée par David Jacobs, diffusée de 1978 à 1991. Devenu culte, ce feuilleton raconte la vie malheureuse de la richissime famille Ewing, exploitant pétrolier et éleveur de bétail, vivant dans un luxueux ranch au Texas non loin de Dallas. On y découvre les péripéties et les trahisons sournoises de ces pauvres gens pleins de pognon, et principalement la rivalité entre la famille Ewing et la famille Barnes, en présence de personnages hauts en couleur et qui feraient pâlir de jalousie les scénaristes de Game of Thrones, avec notamment le célèbre et terrible JR. À une époque où le jeu de rôle émergeait à peine et où la majorité des univers se situaient soit dans l'heroic fantasy, soit dans la science-fiction, il paraissait évident que chacun voulait arborer le magnifique brushing de Bobby Ewing ou vivre les dramatiques peines de cœur de Sue Ellen. Et les garçons. Pas du tout. Mais alors, pas du tout. Mais ça n'a pas empêché certains de croire que c'était une bonne idée. Dallas, The Television Role-Playing Game, sorti en 1980, est édité par Simulation Publication Incorporated, SPI, et il a été écrit par Austin Bay et James F. Dunnigan. Le jeu ne permet de jouer que les personnages de la série, que ce soit Sue Ellen, Pamela, Bobby ou bien évidemment le terrible JR. Les règles allient négociation, manipulation et trahison afin de recréer l'ambiance du feuilleton, le tout avec un système de G2D simple ainsi que des cartes à jouer disponibles dans la boîte du jeu via encart détachable. Boîte du jeu qui, comme à l'accoutumée pour l'époque, comporte plusieurs livrets pour décrire l'univers du jeu, les personnages et les règles. C'est un jeu à vainqueur, c'est-à-dire que les joueurs peuvent remplir des objectifs et accumuler des points durant la partie, à l'issue de laquelle celui qui en possède le plus remporte celle-ci. Évidemment, à l'instar de la série, tous les personnages sont loin d'être égaux, et ce n'est pas toujours très aisé de remporter la victoire. Le maître de jeu, qui était encore souvent nommé l'arbitre, le référee à l'époque, a ici le surnom de The Director, c'est-à-dire le réalisateur, afin de continuer dans l'idée que nous sommes à la barre d'un épisode de la série, de même que les scénarios sont nommés scripts. Ce jeu était une tentative de la part d'SPI d'essayer de toucher un public un peu plus large que les habitués des donjons, mais il en résultera un sévère échec commercial, le jeu échouant à toucher une audience tant parmi les rôlistes de l'époque que parmi les fans de la série. Redmond Simonson, le directeur de SPI lui-même, dira pour sa part que sur les 80 000 exemplaires vendus, il y en avait juste 79 999 de trop. En 1980, David Ladyman écrit une critique rapide du jeu dans le magazine The Space Gamer numéro 42, parlant alors d'un pont improbable entre le monde des jeux et le monde réel, et que Dallas ne servira qu'à remplir la collection des rôlistes hardcore. Il ajoutera que pour l'époque, le système des attributs de personnages et de résolution de conflits était vraiment originaux. A noter que le jeu est souvent nommé comme ayant son importance dans l'histoire du jeu de rôle car étant la première adaptation d'une licence officielle en jeu de rôle papier. Pourtant, il s'agit d'une information erronée puisqu'en fouillant un peu, on découvre que Flash Gordon, le personnage de Comic Pulp, eut droit à son jeu de rôle officiel Flash Gordon and the Warriors of Mongo, édité chez Fantasy Game Unlimited en 1977. Quant à une première adaptation d'une licence télévisuelle, là aussi l'honneur ne revient pas à Dallas mais à Star Trek Adventure Gaming in the Final Frontier en 1978 chez Heritage Models. Rendons à César ce qui appartient au capitaine Kirk. Capitaine, c'est trop long. Street Fighter, le jeu de rôle, est un jeu sorti en 1994 et édité chez White Wolf.
Il a été écrit entre autres par Bill Bridges et Andrew Greenberg, et il s'agit bien sûr d'une adaptation du jeu vidéo de Capcom. Le jeu alterne entre phases de combat en tournoi et le reste des scénarios entre les tournois. On y interprète alors des combattants de la rue au style de combat varié, le jeu utilisant le système Storyteller de White Wolf, développé à la base pour leur premier jeu Vampire la Mascarade et l'univers du Monde des Ténèbres. Les combats étant l'essentiel du jeu, ceux-ci sont très tactiques, et permettent de choisir entre des coups simples et des coups spéciaux appelés manœuvres, l'équivalent des combos du jeu vidéo, qu'il faut adapter en fonction du style de son adversaire. Les règles proposent des plans découpés en hexagones ainsi que des figurines, souvent essentielles pour la compréhension des combats. Ceux-ci d'ailleurs tournent autour d'un système d'initiative modulable. Dans un système classique, on définit l'ordre des joueurs par leur valeur d'initiative dès le début d'un round, et on s'y tient. Ici, en choisissant secrètement son coup spécial au début du tour via un système de cartes, ce coup peut très bien changer la donne en plein milieu du tour, représentant le fait qu'une technique spéciale peut tout à fait inverser le cours des choses, voire empêcher le coup d'un adversaire. Par exemple, quand quelqu'un vous attaque, vous sortez votre carte d'attaque spéciale et bim, Shoryuken dans ta face. Oui, en gros c'est un 1000 bornes. Du coup, qu'est-ce qui a poussé White Wolf à vouloir se lancer dans une aventure aussi périlleuse, et surtout à milieu de ce qu'ils avaient proposé jusque-là? White Wolf surfait sur le succès de sa gamme du Monde des Ténèbres, et aux intrigues pleines de manigances et de trahison. Ici, l'univers kitsch de Street Fighter propose d'incarner des personnages hauts en couleur et manichéens au possible, puisqu'on nous donne littéralement le choix entre le camp des gentils ou celui des méchants. Et là, même Star Wars a pas fait pire. Et pourtant, l'univers de Street Fighter n'est pas si loin de son cousin du Monde des Ténèbres. Il dépeint un monde au crépuscule de la civilisation, gangréné par la pègre, la corruption et les technocraties totalitaires. Un monde où le seul espoir d'atteindre son but est de participer à ces tournois, dans une quête souvent égoïste et solitaire, et dont les enjeux se résument strictement à deux notions qui ne peuvent que s'opposer, l'honneur et la gloire. Notions qui sont d'ailleurs intégrées aux règles du jeu, puisque les actions des joueurs auront un impact sur ces deux curseurs, non sans rappeler la lutte contre la bête de Vampire la Mascarade. White Wolf assume avoir voulu prendre le contre-pied total de sa gamme Monde des Ténèbres afin de pouvoir se diversifier et adopter ainsi une assise commerciale plus large sur le marché du jeu de rôle. En profitant du succès de la licence de jeux vidéo, l'idée était ici, à l'instar de Dallas, de créer un pont entre deux mondes, les rôlistes et les gamers. pour le coup, White Wolf n'a pas fait les choses à moitié, car l'édition qu'ils ont sortie était de très bonne facture. Elle a été imprimée entièrement en couleur, ce qui était quasiment nouveau pour l'époque. Pourtant, le jeu ne connaîtra qu'un succès d'estime. Il sera uniquement publié avec son écran et ses 4 suppléments. Oui, uniquement 4, parce qu'à l'époque, les jeux étaient réfléchis en termes de gamme, et une gamme avait pour minimum syndical au moins 5 livres. En plus, il ne connaîtra jamais de traduction française. En somme, à peine apparu et une licence déjà morte. Et d'ailleurs, puisqu'on parle de morte, ça nous donne une excellente transition pour aborder le jeu suivant, à savoir Postmortem. En 2003, l'éditeur Oriflamme sort un jeu nommé Postmortem, écrit par Bertrand Brie. Dans Postmortem, le jeu part d'une question. Que se passe-t-il après la mort d'un PJ ? Après tout, pourquoi après tant d'heures de jeu jeter vos fiches de perso ? Pourquoi jeter la fiche de votre cher barbare nordique de niveau 16, parti héroïquement en ratant son jet d'agilité face à une avalanche, ou celle de votre investigateur britannique, fin limier qui n'aurait pu éviter les pièges sournois d'un baron cultiste ? Il y a de l'avenir pour les personnages morts, et ça c'est Bertrand Brie lui-même qui le dit. Alors, le pitch de base, c'était vous êtes un personnage mort qui se retrouve dans l'au-delà commun de tous les personnages, de tous les univers. Tout le monde est un peu mélangé et ça donne des situations qui peuvent être assez cocasses. Ainsi, vous commencez la partie en convertissant les fiches de vos personnages morts, mais à nouveau jouables, selon les règles du système Necrosis. Ce système volontairement simple tourne surtout autour des notions d'âme et de conscience, deux valeurs qui fonctionnent comme une balance entre votre personnage tel qu'il était lors de sa belle vie et celui qu'il devient dans le royaume d'après la mort. L'au-delà, d'ailleurs, est un endroit outrageusement administratif qui n'est pas sans rappeler l'absurdité de l'univers du film Brasil. Ou une démarche avec l'URSSAF, au choix. C'est parti de l'arrêt de Hawkmoon nouvelle édition. Il y avait un groupe d'auteurs qui étaient regroupés autour d'Oriflamme et d'Olivier Saraja qui chapeautait nouvelle édition qui s'appelait la SWOS Team. Et en fait, j'étais un peu triste que tout ça s'arrête parce que finalement j'avais pas publié grand chose. Et comme j'avais déjà des copains avec qui je jouais régulièrement qui étaient un peu nostalgiques de leur perso mort, l'idée est un peu venue de là.
puis j'ai proposé le pitch, et puis donc on s'était retrouvés à Toulouse, comme on se retrouvait tous les ans à l'époque. Et puis j'ai lancé l'idée, puis on a rebondi dessus, et puis finalement ça a lancé le projet comme ça. Les personnages sont répartis dans des enclaves, sortes de villes-états qui représentent les univers types dont ils sont issus, avec par exemple Donjonia pour l'heroic fantasy, Brain Waste pour le cyberpunk, ou Asylum pour l'univers Lovecraftien, etc. Ici, il est possible de voir évoluer son personnage via l'acquisition de points d'expérience sous une forme physique, les XB, qui servent à la fois d'XP donc, mais aussi de monnaie. Évidemment, comme vous portez vos points d'XP directement sur vous, on peut vous les voler. Et ça pour le coup, c'est pas banal. Le tout était diffusé de façon périodique sous la forme de petits livrets souples de 32 pages, avec un total de 12 suppléments, et le livre de base eut même droit à une réédition en 2011. Eh ben, on peut dire qu'il y est pas allé de ma morte. Aïe, putain. Ouvertement parodique, Postmortem est un ovni holistique, une véritable curiosité qui peut ravir les joueurs entre deux grosses campagnes. L'ambiance est volontairement légère et drôle, qui n'est pas sans rappeler le ton d'un INSMV des familles. D'après l'auteur, il n'est pas inenvisageable de voir une seconde édition pointer le bout de son nez un jour, pour autant qu'un éditeur veuille bien lui prêter main forte. Des jeux de rôle originaux, il y en a des tonnes, y compris certains qu'on ne pensait jamais voir un jour. Et c'est cette richesse-là qui permet la versatilité de notre loisir préféré, qui, loin de se cantonner au sempiternel nettoyage de donjons, assume son identité de support à l'imaginaire en nous proposant toujours de nouvelles expériences. Tellement d'ailleurs qu'il nous faudra sans doute plus d'un one-shot pour toutes les aborder. Alors n'oubliez pas de vous abonner et de nous suivre sur les réseaux sociaux afin de ne pas louper ça, bande de vous.